L'adaptation de l'Odyssée par Christopher Nolan est-elle fidèle à Homère? Après avoir vu le film, nous pouvons dire ce qui a bien ou mal été fait. Si vous avez lu l'Odyssée, vous savez qu'Homère place les dieux grecs au premier plan, laissant leurs machinations et manipulations jouer un rôle majeur dans les tentatives d'Ulysse de rentrer chez lui à Ithaque depuis Troie, après la longue et sanglante guerre. Hermès parle à Télémaque, qui cherche Ulysse, tandis que d'autres dieux jouent avec le destin des hommes. Fait surprenant, tout cela manque presque dans l'adaptation de l'Odyssée par Christopher Nolan. Oui, les dieux existent dans le film de Christopher Nolan, mais restent invisibles, sauf lors des interventions de Zendaya en Athéna, qui n'apparaît qu'à Ulysse. Les personnages suggèrent que tout humain pourrait être un dieu déguisé, mais on ne les voit jamais. Pourquoi? Comme l'a expliqué Christopher Nolan à Time, il voulait que le public soit placé au même niveau que ces personnages. Puis, j'ai défié les dieux. Comme il l'a dit, je me suis intéressé au fait que pour ces gens, les signes de la présence des dieux étaient partout. La chose merveilleuse avec le cinéma, et en particulier avec l'IMAX, c'est que vous pouvez emmener le public dans une expérience immersive, lui faire ressentir de près des événements comme des tempêtes, des mers déchaînées, des vents violents. Il a ajouté « Vous voulez que le public soit sur le bateau avec eux, à craindre l'océan et la colère de Poséidon comme les personnages. Pour moi, cela est bien plus puissant qu'une simple image d'un dieu. » Dès que vous regardez l'Odyssée, une chose saute aux yeux. Le scénario, écrit par Nolan lui-même, utilise un langage très moderne. Les puristes n'ont pas à s'inquiéter. Personne ne dit « mec » ni n'utilise « genre ». Mais certaines répliques marquent, comme quand Télémaque appelle Ulysse « papa » au lieu de « père ». Mon papa rentre à la maison. Il existe d'autres termes modernes, mais rien de choquant. Et le rythme des personnages reste plus informel que lyrique. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Dans une interview avec le Los Angeles Times, Nolan a déclaré qu'il voulait faire le choix délibéré d'employer un langage qui parle aux gens sur le plan émotionnel plutôt qu'intellectuel, espérant apparemment rendre les dialogues aussi accessibles que possible. Il a dit « J'étais peut-être naïf. Ça pourrait me retomber dessus, mais je voulais un récit terre à terre. Pour moi, c'était une évidence. » Lors du voyage voué à l'échec d'un Ulysse trop confiant, le groupe doit régulièrement s'arrêter sur des îles pour se ravitailler. Après l'attaque des redoutables Lestrygons mangeurs d'hommes en armure, jamais nommés dans le film, ils trouvent une cabane isolée habitée par Circé, entourée d'animaux du simple oiseau au lion géant. Les hommes frustrés abandonnent Ulysse et dégustent le ragoût de Circé, devenant des cochons. Ulysse comprend la situation en tuant un cerf qui redevient homme, puis force Circé à rendre leur forme humaine à ses compagnons avant de repartir. Les lecteurs du poème savent qu'une intrigue importante sur Circé est ignorée. Dans le poème, Ulysse reçoit l'aide d'Hermès et utilise l'herbe mollie pour contrer la magie de Circé. Après qu'elle ait rendu ses compagnons humains, ils vivent une histoire d'amour pendant 1 an avant de reprendre la mer. Il est logique que Nolan ait réduit cette partie, mais c'est dommage de ne pas avoir plus vu la Circé rusée, effrayante et captivante de Samantha Morton. La toute première épreuve qu'Ulysse et ses compagnons rencontrent lors de leur voyage de retour est une rencontre fortuite avec le cyclope Polyphème lorsqu'ils entrent dans sa grotte, suivant son propos de mouton dans l'espoir de trouver du bétail à chasser et à manger. Cela donne lieu à l'une des séquences les plus tendues et palpitantes du film, lorsque Polyphème, affamé et déconcerté par la présence d'intrus, commence à dévorer les soldats comme Saturne dans la célèbre peinture de Francisco Goya, une influence directe selon Nolan lui-même. Le cyclope ne parle presque pas, sauf pour marmonner le nom de son père Poséidon, montrant que le dieu de la mer continue de lancer tempête et vent contre le bateau d'Ulysse après que ce dernier s'est affronté à son étrange fils. Ce n'est pas comme cela dans le poème. Polyphème parle et Ulysse dit s'appeler personne. Après qu'il ait porté des attaques physiques brutales et blessé Polyphème, d'autres cyclopes viennent voir leur ami et lui demandent qui l'attaque. Polyphème répond « Personne ». Alors, pourquoi Nolan a-t-il supprimé cela? Comme Nolan l'a expliqué au Daily Show à Jon Stewart, il sait que cela déplaira, mais il avait une raison. C'est un jeu de mots. Les jeux de mots sont difficiles à traduire. J'ai essayé, sans trouver de solution. Étant donné la longueur du poème épique, il est normal que tous les aspects de l'histoire ne puissent pas être inclus dans l'adaptation. Dans cette optique, il est tout à fait raisonnable que Nolan ait supprimé tout l'épisode d'Ulysse sur l'île de Cyréa, où il s'échoue après avoir quitté l'île de Calypso. Athéna demande à la princesse phéacienne Nausicaa de soigner Ulysse. Après avoir brillé aux épreuves sportives, Ulysse gagne la confiance des Phéaciens et raconte son voyage. Nous avons cette exposition sur Ulysse dans le film, mais dans une situation différente. Et honnêtement, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour une adaptation cinématographique. Si l'intrigue des Phéaciens vous plaît, imaginez librement une princesse Nausicaa à votre guise. Nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Si la mort de chien de berger est une limite cinématographique que vous ne pouvez pas franchir,
L'Odyssée comporte quelques passages qui pourraient vous retourner l'estomac, et ils concernent le fidèle chien de chasse d'Ulysse, Argos. Non, mon Dieu, s'il te plaît, non! Au début du film, l'ami d'Ulysse et porcher d'Ithaque, Eumée, raconte à Télémaque l'histoire d'Argos, désormais un vieux chien assis au pied d'Eumée qui grogne contre à peu près tout le monde, sauf Ulysse. À ce moment, un flashback montre Eumée jetant un chiot d'une portée du haut d'une falaise. Heureusement, Ulysse met fin à cela lorsqu'il prend un chiot de cette portée, qui lui lèche immédiatement le visage. Et ce chien deviendra Argos, l'intrépide chien de chasse d'Ulysse. Malheureusement, les spectateurs sont également obligés de regarder les odieux prétendants ivres de Pénélope donner des coups de pied à Argos alors qu'il mendie des restes de nourriture dans la grande salle du palais. Il laisse finalement le chien blessé sur un tas de fumier près du palais pour qu'il y meure. Argos finit par mourir, mais pas avant qu'Ulysse ne revienne à Ithaque déguisé en mendiant et ne retrouve son chien, ce qui est exactement ce qui se passe dans le poème. Dans le poème, Ulysse est prisonnier de la nymphe Calypso et, en s'échappant, se dirige vers Cyréia. Le poème raconte aussi comment Ulysse et son équipage arrivent par hasard sur une île habitée par des mangeurs de lotus, qui leur offrent des fleurs magiques qui leur font oublier leur désir de rentrer chez eux. Dans le film, cependant, Calypso est interprétée par Charlize Theron, et son rôle est radicalement élargi. Non seulement Ulysse ne visite pas Cyréia entre l'île de Calypso et Ithaque, mais il va directement de l'île de Calypso à Ithaque sur un humble radeau, suppliant tout le temps le pardon de Poséidon. Dans cette histoire, Calypso donne des fleurs de lotus à Ulysse et en explique la raison. Échoué sur la rive après la mort de son équipage dans une tempête, Ulysse a été soigné avec des remèdes naturels, mais son esprit est resté tourmenté. Calypso a offert des fleurs de lotus à Ulysse pour l'apaiser. Puis, en tombant amoureuse de lui, elle a continué à lui en donner pour qu'il ne veuille pas rentrer auprès de Pénélope et Télémaque. Finalement, dans le film, Calypso avoue sa tromperie à Ulysse, l'aide à retrouver la mémoire et le laisse partir. C'est un autre changement qui a du sens dans le cadre de l'adaptation. Et Theron est tellement excellente dans le rôle de Calypso que cela fonctionne parfaitement. À ce stade, à peu près tout le monde est d'accord. T'as débarqué, t'as tout déchiré et on adore Calypso. Merci, nous t'avons adoré dans ce film. Alors que de nombreux personnages de l'Odyssée ont été modifiés, deux restent inchangés, Télémaque et Pénélope. Commençons par Télémaque, interprété par un Tom Holland aux yeux de biche et timide, dont le seul objectif est de découvrir si son père disparu, Ulysse, est encore en vie, et s'il l'est, de le retrouver et de le ramener à Ithaque pour qu'il reprenne sa place légitime sur le trône. Mis à profit l'absence de son acolyte littéraire Hermès, Télémaque reste fidèle à son personnage du poème. Un jeune homme qui ne possède pas de compétences de combat instinctives, mais qui est prêt à apprendre et à se battre aux côtés de ses alliés chaque fois qu'on a besoin de lui. Ensuite, il y a Pénélope, si éprouvée, qui fait semblant de recevoir chez elle toute une cohorte de prétendants, tout en affirmant qu'elle se mariera lorsqu'elle aura terminé de tisser un linceul. À l'insu de la plupart d'entre eux, elle défait chaque nuit à la main ce qu'elle a tissé le jour, pour que le linceul reste inachevé. Anne Hathaway, qui vise son deuxième Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, incarne Pénélope avec une lueur d'acier dans les yeux et une volonté de fer. Cela apparaît surtout dans une scène marquante, où elle reproche à son fils sa faiblesse et s'emporte de n'avoir reçu aucune reconnaissance pour avoir gouverné Ithaque si longtemps. Elle reste également fidèle au personnage original. Ce monde a disparu. Un autre aspect de l'histoire concernant Télémaque et Pénélope reste fidèle au poème. L'affrontement final entre les prétendants de Pénélope et Ulysse, revenus à Ithaque déguisés en mendiants. Bien que Télémaque découvre la véritable identité d'Ulysse grâce à Argos dans le film, ce qui diffère du poème où Ulysse se révèle simplement, les grandes lignes restent les mêmes. Ulysse et Télémaque cachent discrètement les armes du palais dans une salle sécurisée, tandis que les prétendants malprêtent Ulysse déguisé. Puis Pénélope fait une annonce surprenante. Elle acceptera de se remarier, mais seulement avec le prétendant capable de bander l'arc de chasse légendaire d'Ulysse et de remporter un concours de tir à l'arc. Dans le film, le prétendant doit imiter Ulysse en rebandant l'arc et tirant à travers 12 haches pour toucher une cible. Aucun prétendant ne parvient à bander l'arc avant qu'Ulysse ne relève le défi, déclenchant un bain de sang. Après un combat acharné, Ulysse tue les prétendants aux côtés de Télémaque et se présente à Pénélope comme son mari disparu depuis longtemps. Cependant, c'est là que la fin du film de Nolan diverge. Dans le poème, Ulysse doit prouver son identité à Pénélope lorsqu'elle insiste pour qu'il déplace leur lit conjugal, sachant que c'est un piège, puisque ce lit ne peut pas être déplacé. Ulysse refuse et les deux sont enfin réunis. Télémaque fait pendre de nombreuses servantes complices des prétendants tués. Les familles puissantes tentent de venger leurs proches, mais Athéna intervient pour éviter plus de sang. Le film adopte une autre approche. Tout au long du film, on voit Ulysse caresser une broche en forme d'Athéna, que l'on voit également Pénélope accrochée à sa tunique avant qu'il ne parte combattre à la guerre de Troie.
Et c'est ce qu'il donne à Pénélope à son retour pour prouver qu'il s'agit bien de lui. Télémaque ne fait pendre personne non plus. Il devient roi d'Ithaque, tandis que Pénélope et Ulysse réalisent leurs rêves et voguent ensemble vers l'ouest inconnu pour échapper aux pressions d'Ithaque. C'est une belle fin paisible, qui n'est certainement pas celle du poème épique d'Homère.